Le Maroc est un pays qui est conscient de ses contraintes géopolitiques et a développé des stratégies de rechange en misant sur un redéploiement en Afrique subsaharienne. Il a utilisé la religion, la culture pour aboutir à l'économie par la banque, qui est un excellent outil d'intelligence économique, et avoir la présence économique qu'on lui connaît aujourd'hui. Le Sénégal a tout ce potentiel-là pour être un hub, un véritable hub en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout court. Si ce pays-là sait utiliser dans sa diplomatie, surtout dans la nouvelle diplomatie du soft power, ses ressources culturelles et même religieuses. Je donnais l'exemple très souvent de nos relations avec le Nigeria, où au moins entre 45 et 50 millions d'individus dans ce pays-là sont les disciples d'un citoyen sénégalais qu'on appelle Baye Niass. Et qu'aujourd'hui, nous avons des figures de proue. Je parle de Youssou N'Dour qui a pu retarder Barack Obama sur le tarmac de l'aéroport de Dakar parce que justement, il le reconnaissait par sa musique, il le reconnaissait par son apport sur le plan culturel. Le Sénégal donc regorge de beaucoup de ressources, comme l'Inde qui a pu développer sa stratégie, comme l'a dit mon ami Alioune Ndiaye, mais aussi le Maroc, qui s'est donné les moyens d'une stratégie coordonnée, en s'appuyant sur la diplomatie certes, de manière institutionnelle, mais aussi sur toutes les ressources dont regorge ce pays-là, en termes de personnes de ressources, si j'ose dire, mais aussi en termes de ressources culturelles, en termes de soft power, parce qu'il est temps que la diplomatie sorte de la logique seulement de la puissance ou de la diplomatie institutionnelle pour véritablement entrer dans l'ère de l'influence qui donne un nouveau poids à nos pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la force des faibles, c'est le grand souci que les puissants ont pour leur image. La diplomatie sénégalaise est une diplomatie qui a toujours su avoir des choix parfois acceptables et d'autres choix qui ont été d'erreur ou en tout cas de maladresse, comme cela arrive dans tous les choix. Mais je crois que cette diplomatie se porte bien si on sait, si on insiste sur le fait que cette diplomatie-là ne doit pas se suffire seulement d'une approche institutionnelle, mais doit utiliser toutes les ressources, y compris symboliques, religieuses, et les ressources d'influence, pour que notre pays, qui certes peut être un nain géographique, mais puisse en tout cas retrouver son rôle de pivot, tel que le disait Kissinger, et être un géant diplomatique dans la région, en Afrique et dans la Oumma. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut se préparer. Le Maroc arrive dans la CEDEAO en défendant ses intérêts. Les pays africains doivent cesser de subir les convoitises et développer des stratégies de résistance et d'existence. Et donc, si l'on est capable, à travers nos ressources, à travers nos capacités sur le plan intellectuel, sur le plan stratégique, avec la qualité de notre administration, à définir des politiques claires, nous ne serons pas un pays qui va subir une présence marocaine, mais qui pourra en profiter en termes de développement de coopération sud-sud. Le Maroc a su transformer son capital symbolique en capital image, et ce capital image a été converti en capital économique. Le Maroc cherche à sortir de ses contraintes, ne pourra pas développer une politique au nord de la Méditerranée ni à l'est avec le voisin algérien et en face l'océan Atlantique. Ce pays a compris très tôt que son canal de déploiement naturel était l'Afrique subsaharienne et que véritablement il cherche à s'appuyer sur ces ressources-là historiques du passé, mais aussi à développer son potentiel pour véritablement devenir ce qu'il est en train de devenir, un modèle économique, un modèle de stratégie d'un pays du Sud qui a su contourner tous ces handicaps-là et se projeter dans un futur plus rayonnant pour l'Afrique. Comme je l'ai souligné dans mon exposé tout à l'heure, je pense qu'il y a certains aspects du Sénégal qui en font une sorte d'Inde qui s'ignore, ou en tout cas qui ne veut pas s'assumer. À mon avis, comme je l'ai dit, l'expérience indienne peut servir le Sénégal au niveau de trois aspects que j'ai tout à l'heure formulés en des connexions, donc en faisant un peu référence à l'économie numérique qui a permis le boom que l'Inde a connu au niveau, en tout cas au début des années 2000. Pour moi, il y a une connexion à établir entre les cercles du savoir et les cercles de la décision. Il faudrait qu'on comprenne que la politique publique, en tout cas les politiques publiques, c'est du savoir en action, c'est du savoir en mouvement. Dès lors, le savoir doit être l'élément principal par lequel les politiques publiques sont conçues et doit être le levier principal par lequel un État comme le Sénégal peut aujourd'hui agir pour faire face justement aux contraintes nombreuses, économiques, sociopolitiques et autres, justement auxquelles le Sénégal fait face. D'autre part aussi, j'ai parlé d'une connexion entre la capitale et le capital. La capitale comme étant le centre du pouvoir politique
et le capital en tant que représentant le secteur privé national. Je pense que l'Inde nous a montré qu'on peut, même si l'État n'a pas assez de moyens, construire un secteur privé national fort qui deviendra demain le fer de lance de toute expansion économique. Et cela me paraît très important, notamment à l'ère des grands projets dont on parle. Il faudrait mettre l'accent sur ce secteur privé national. Si vous prenez des compagnies comme Tata et autres, c'était des compagnies qui au début n'avaient pas cette volonté d'expansion, mais tout simplement parce que chaque programme économique que le gouvernement indien lançait avait pour objectif de faire émerger une industrie locale. Et cela me paraît être la deuxième connexion. Maintenant, la troisième connexion qui me concerne un peu personnellement, c'est au niveau de la diaspora. Je pense qu'une connexion devrait être établie entre la diaspora et le pays pour voir dans quels moyens les ressources envoyées par les gens de la diaspora, pas juste des ressources financières, ça peut être aussi des ressources intellectuelles et symboliques, peuvent justement agir dans la définition de nos politiques publiques et pour faire face justement aux multiples défis auxquels le Sénégal fait face. En fait, il s'agit juste comme on dit, lessons learned en anglais. Okay? Donc j'ai juste vu en fait l'expérience de l'émergence indienne et à la lumière de cette expérience, j'ai essayé de voir comment on peut l'appliquer, comment on peut faire projeter ce faisceau de lumière sur le Sénégal pour en voir justement quelles leçons on pourrait en tirer. Donc pour moi, comme je l'ai montré, à toutes les étapes importantes de l'histoire économique indienne, nous avons vu émerger un duo entre le tenant du pouvoir politique, nommément le Premier ministre, et un scientifique de renom. Nous l'avons vu entre Nehru et Homi Bhabha, nous l'avons vu entre Rajiv Gandhi et Sampitroda. Et aujourd'hui, si l'Inde a pu se positionner comme étant un centre, en tout cas en matière de software, avec Silicon Valley, Bangalore, tout ça, c'est parce que Sampitroda a eu cette vision et l'a présentée à l'autorité politique qui s'est rangée tout simplement en faisant justement de ce savoir le levier par lequel il a hissé son pays vers le haut. Le Sénégal ne devrait pas hésiter à faire ça.